page de la présidentielle de mai dernier au Malawi semble n'être pas totalement tournée. Environ 3000 partisans de l'opposition ont manifesté mardi dans la capitale Lilongwe contre la fraude qui, selon eux, entache le scrutin. Les nominations vont montrer en RDC un homme d'affaires proche de l'ex-président Joseph Kabila et un vieil opposant rallié à Félix Tshisekedi ont été respectivement confirmés et promus à la tête d'une société d'État. L'opposition et la société civile sénégalaise réclament la mise à plat des contrats liés à l'exploitation future du gaz et du pétrole au Sénégal. Ceci fait suite à une affaire de pot de vin impliquant un frère du président Macky. C'est là le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. La page de la présidentielle de mai dernier au Malawi semble n'être pas totalement tournée. Environ 3000 partisans de l'opposition ont manifesté mardi dans la capitale Lilongwe contre la fraude qui, selon eux, a entaché ce scrutin. Reportage. L'élection présidentielle de mai dernier au Malawi a été de justesse remportée par le président sortant Peter Mutharika face à son principal challenger, Lazarus Chakwera. Le parti du Congrès du Malawi estime que son candidat arrivé en deuxième position s'est fait voler la victoire qui lui a échappé par 159 000 voix seulement selon les chiffres officiels. La manifestation qui s'est déroulée de manière pacifique mardi est la première depuis l'annonce des résultats le 27 mai. La semaine dernière, la police avait fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des partisans de Lazarus Chakwera qui s'étaient rassemblés devant le siège du parti. Chakwera a rejeté les résultats frauduleux de l'élection et saisi la justice pour obtenir l'annulation du scrutin. Le MCP a dénoncé l'utilisation de feuilles d'émargement non officielles, des ratures et surtout le nombre étonnamment élevé de taches de blanc surchargées de bifure sur les bulletins de vote. Il a également affirmé avoir repéré la même écriture sur des procès-verbaux venant de différents bureaux de vote. Un deuxième candidat malheureux à la présidentielle, l'ancien vice-président Saulos Chilima, arrivé troisième à l'élection, a lui aussi saisi la justice pour obtenir l'annulation du scrutin, dénonçant de sérieuses anomalies. Mise en cause par la BBC d'un frère du président sénégalais et du géant pétrolier BP dans la signature de contrats controversés, l'opposition et la société civile sénégalaise réclament la mise à plat des contrats liés à l'exploitation future du gaz et du pétrole au Sénégal. Macky Sall avait en juin 2012 confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer à la société Timis Corporation de l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis, alors que ce dernier était sans expérience dans le secteur, l'exploitation de 2 champs pétroliers et gaziers au large du Sénégal. Dans un reportage diffusé dimanche, la BBC affirme que Timis Corporation a secrètement versé 2 ans plus tard une prime de $250 000 à Agritrans, une société contrôlée par Aliou Sall, frère cadet de Macky Sall. Engagé par le groupe Timis après l'arrivée au pouvoir de son frère, Aliou Sall a bénéficié d'un salaire de $25 000 par mois selon la BBC jusqu'à sa démission en octobre 2016 après des critiques de l'opposition sur un possible conflit d'intérêts. L'enquête de la BBC vient mettre à nu l'opacité et l'absence de transparence qui ont entouré les négociations et transactions dans cette affaire. Le mouvement citoyen Y en a marre s'en est indigné mardi, exigeant qu'Aliou Sall démissionne de ses responsabilités pour se mettre à la disposition de la justice. Aliou Sall, qui a annoncé son intention de porter plainte contre la BBC pour diffamation, s'est défendu lundi en déclarant totalement fausses les affirmations de BBC. En effet, la découverte d'importantes réserves gazières et pétrolières au large du Sénégal, dont l'exploitation devrait commencer d'ici à 2021-2022, suscite espoir et convoitise dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La Cour de cassation française a validé mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Elle rejette ainsi le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé déchu. Pour rappel, il est mis en cause dans son pays dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Les détails.
Pour être effective, cette extradition doit encore être autorisée par un décret du gouvernement français, lui-même susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. La plus haute juridiction judiciaire de France a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense de François Compaoré contre les tests régissant l'extradition. Ce sont deux décisions très sommaires qui ne sont pas du tout à la mesure des moyens que nous avons présentés, a réagi maître François-Henri Bria, avocat de François Compaoré. Il a annoncé que si un décret était effectivement signé, il l'attaquerait devant le Conseil d'État. Le 5 décembre 2018, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait autorisé son extradition vers Ouagadougou. Le dossier Zongo, classé en 2003 après un non-lieu en faveur du seul inculpé, a été rouvert à la faveur de la chute de l'ex-président déchu Blaise Compaoré fin octobre 2014. Alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le journaliste burkinabé Norbert Zongo, 49 ans, et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule en décembre 1998 dans le sud du Burkina Faso. Âgé de 64 ans, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. À ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays, à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. Les nominations vont bon train en République démocratique du Congo. Un homme d'affaires proche de l'ex-président Joseph Kabila et un vieil opposant et rallié à Tshisekedi ont été respectivement confirmés et promus à la tête d'une société d'État. Reportage. La RDC vit toujours dans l'attente d'un gouvernement qui doit être le fruit de transactions entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila, ultra-majoritaires au Parlement. En attendant, des changements s'observent à la tête de structures d'État. Un temps pressenti Premier ministre, l'homme d'affaires Albert Yuma Moulimbi a été reconduit par ordonnance présidentielle, président du conseil d'administration de la Générale des carrières et des mines basée à Lubumbashi, premier producteur mondial de cobalt et un des principaux pourvoyeurs africains de cuivre. Par ailleurs, Gabriel Yunguwa Kwanza, 80 ans, a été nommé président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Le patriarche du Katanga avait fait campagne pour la coalition d'opposition Lamonka autour de Martin Fayoulou avant de rallier le nouveau président Tshisekedi investi le 24 janvier. Cette nomination intervient alors que l'ancien directeur général de la SNCC, Sylvestre Ilunga, a été nommé Premier ministre le 21 mai. Ilunga est remplacé poste pour poste par Fabien Moutom, un ancien élu du parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS. On reste dans le pays qui passe désormais le cap de 2000 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola. Par ailleurs, 1346 personnes sont décédées depuis la déclaration il y a 10 mois de l'épidémie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises s'arment de positivité. Malgré ce cap, les évolutions de ces dernières semaines sont positives, bien que la vigilance reste de mise. Elle se félicite de la réduction du nombre d'attaques ciblées, ce qui a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie, même si la situation sécuritaire reste instable et imprévisible. Aussi, les autorités se réjouissent-elles d'avoir pu contenir l'épidémie dans les seules provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans que des cas ne soient signalés dans des pays voisins. Il s'agit de la 10e épidémie sur le sol congolais depuis 1976 et de la 2e, la plus grave dans l'histoire de la maladie, après les quelques 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. Des membres du personnel soignant sur le terrain ont été menacés et même tués. Une partie des habitants résiste à la lutte anti-Ebola à travers le déni de la maladie, le refus des vaccins ou des enterrements dignes et sécurisés. Les Nations Unies ont nommé le 23 mai un coordinateur de l'intervention d'urgence contre l'épidémie Ebola en RDC pour entreprendre de nouveaux efforts dans la riposte.
Le président malgache André Rajoelina promet que la diaspora pourra voter lors des prochaines élections. Il l'a annoncé samedi dernier lors de sa visite en France au cours d'une rencontre avec les membres de la diaspora résidant en Europe. Le droit de vote pour les malgaches de la diaspora devrait se réaliser d'ici 5 ans. C'est du moins ce qu'a promis André Rajoelina aux 1200 membres de la communauté rencontrés à la maison de l'UNESCO à Paris. Ce droit de vote concernerait quelques 150 000 malgaches résidant à l'étranger, dont la plupart se trouvent sur le territoire français, en métropole et sur l'île de la Réunion. Mais cela demande une grande organisation logistique. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement explique qu'il s'agirait plutôt d'un système de vote électronique afin de réduire les coûts. L'enjeu est de mettre en place un système numérique fiable, précise-t-elle. En effet, la loi organique actuelle ne prévoit aucune disposition pour les malgaches de l'étranger. Seuls les malgaches habitant à Madagascar et inscrits sur la liste électorale sont autorisés à participer aux différents scrutins. Pourtant, la question du droit de vote revient ponctuellement dans le débat public abordé par la diaspora à chaque élection présidentielle. Lors de la dernière présidentielle, les malgaches de l'étranger ont d'ailleurs organisé une élection virtuelle, mais qui n'avait aucune valeur juridique. André Rajoelina a aussi évoqué la possibilité qu'un représentant de la diaspora soit élu au sein de l'Assemblée nationale. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a ouvert ce mardi un symposium régional sur la coopération transfrontalière et les crimes transnationaux dans les zones non contrôlées. Plusieurs pays participent comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo et bien évidemment le Bénin. Objectif affiché au cours de ce symposium, aider les pays concernés à avoir une batterie de solutions pour faire face au problème qu'est celui de la criminalité de toutes sortes au niveau des frontières. Faciliter un partage d'expertise et de compétences sur des questions essentielles comme la lutte contre la criminalité frontalière et transnationale entre le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Nigeria. Voilà l'objectif de ce symposium initié à Cotonou, capitale économique du Bénin par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. J'espère que ce symposium vous permettra de partager des expériences et des compétences et de développer des solides relations de travail avec vos collègues de la région. Les participants auront l'occasion de se pencher sur les efforts régionaux pour lutter contre ces activités terroristes. Présents à Cotonou pour le partage d'expériences, des experts principaux et procureurs des 4 pays avec des leçons tirées de la frontière américano-mexicaine. Dans un contexte régional marqué par un climat général d'insécurité dans les pays de la sous-région ouest africaine, cette initiative ne pouvait pas mieux tomber. De nos jours, les crimes se propagent au-delà des frontières. Par conséquent, notre coopération doit également s'étendre au-delà des frontières. Les criminels travaillent très bien ensemble. Si nous ne restons pas unis, nos efforts seront vains. Prennent également part à ce symposium plusieurs organisations et invités, notamment des experts du département américain de la justice ainsi que du département d'État américain. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.